le développement web est un domaine qui est en pleine croissance. La demande des développeurs web est de plus en plus en croissance par rapport aux années antérieures du fait de l'accès à Internet. Donc, beaucoup de gens ont maintenant accès à Internet et le web est un peu la principale partie d'Internet qui permet à tout le monde de recevoir de l'information. Donc, c'est un peu la base des applications mobiles, desktop et autres, ça suit. Mais le web, c'est un peu le début de tout pour le grand public. Parce qu'Internet a été utilisé dans l'armée et tout, mais le grand public a vraiment connu Internet grâce au web. À tel point que quand vous entendez des gens, ils confondent Internet et web. Donc, le web, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, les développeurs web sont de plus en plus demandés. Donc, bon, on n'a pas des études sur le Congo, vous connaissez déjà, mais comme vous pouvez le voir sur les BLS, c'est les bureaux américains qui étudient les statistiques du travail, en fait, par rapport au métier, comment ça évolue. Et eux, ils prévoient une croissance de 13% par rapport à la moyenne des autres emplois. Donc, par rapport aux autres emplois, le développement web est en croissance de 23%. Juste entre 2020, bon, 2023, mais on fait une étude jusqu'à 2030, on a une croissance de 13%. 13%, c'est vraiment beaucoup pour un métier. Donc, on sait qu'on est en évolution croissante. Et les deuxièmes opportunités qu'on a, c'est l'évolution technologique. Donc, comme vous les avez, les web bon, les nouveaux, ils ne savent pas, mais les web de 2000 aujourd'hui. Donc, avant Facebook, c'était basique. On a du HTML, CSS. On ne pouvait même pas faire autant d'animations qu'on a en JS aujourd'hui sur Facebook. Donc, directement dans ton navigateur. Et il y a beaucoup de jeux comme ça. Donc, le web a beaucoup évolué. Aujourd'hui, on a quand même accès à certaines des expériences utilisateurs beaucoup plus poussées et donc d'attirer encore plus d'utilisateurs. L'autre gros avantage du web, c'est la flexibilité du travail. Donc, je ne sais pas s'il y a beaucoup de métiers, bon, tous les métiers autour du développement sont comme ça, mais spécifiquement les développeurs web, il n'y a pas besoin de t'avoir sur place. Développement mobile, c'est des très grosses équipes. Parfois, on a besoin que tu sois sur place pour communiquer avec les graphistes et autres. Mais les développements web, souvent, bah, il y a cette flexibilité. Tu peux travailler de n'importe où. Tu n'as même pas besoin de voir la tête de ton client. Et même dans les bureaux, et que tu seras pris. À ça encore, c'est une étude de la BLS qu'on a vue dans le passé, qui dit que c'est un des métiers où le travail à distance est de plus en plus autorisé. Donc, pour ceux qui se disent qu'ils sont bloqués au Congo, ce sont des métiers qui permettent de bosser avec des entreprises qui sont aux États-Unis, bon, si tu connais anglais, en France et tout. Donc, ça, c'est aussi une des opportunités du web. Maintenant, les défis. Les premiers défis, c'est la concurrence. Qui dit popularité dit qu'il y a beaucoup de développeurs sur les marchés. Ce qui fait que pour se démarquer, ça devient super, super quand même compétitif en fait. Il y a de la... Aujourd'hui, si tu veux être développeur front-end, déjà dans la ville ici, on te compare déjà à L20, on te compare à Wilfried, on va te comparer à Meshach, et ainsi de suite. Alors qu'il y a des secteurs où tu peux vraiment être un peu la référence, on va voir. Mais dans le web, la concurrence est là. Je ne sais pas, tous les développeurs que je connais, il n'y en a pas un seul qui ne sait pas faire du web. Même s'il est data, science, il peut être dans l'IA, il peut être dans les jeux, mais des bases, il sait faire du web. Donc, la concurrence est super, super forte. Et on a aussi l'évolution rapide des technologies. Comme vous le savez, le web est conditionné par le fait qu'on doit avoir juste un navigateur web. Et un navigateur web, ça tourne sur un ordinateur, ça tourne sur un téléphone, ça tourne aujourd'hui dans des voitures. Donc, déjà en termes de device sur lesquels faire tourner ton site web, c'est devenu plein. Moi, j'ai une télé, je regarde des sites dessus et tout. Donc, vous imaginez une télé 65 pouces, c'est pas pareil avec
un téléphone ou un petit ordinateur de 14 pouces. Donc, et ça fait que les technologies derrière et les frameworks évoluent super rapidement. Les gens qui font du JavaScript, ils connaissent, hein. Donc aujourd'hui, tu pouvais faire React et demain, tout est cassé en fait. Ça évolue et ton truc n'y passe pas. Les gens qui ont un PM aussi. Donc, l'évolution est super rapide par rapport au framework, par rapport aux technologies du web, parce que les devices aussi derrière, ils évoluent, les téléphones évoluent vite, les ordinateurs, et on a de plus en plus des devices qui peuvent se connecter au web. Donc, il va falloir une mise à jour constante. Oui, on sait que les développeurs doivent toujours continuer à apprendre, mais il y a dans des secteurs où ça ne rampe pas, donc ça évolue vite, que tu dois en permanence te mettre à jour, sinon tu restes derrière. Un peu les gens qui connaissaient JavaScript seulement hier, aujourd'hui, ils sont un peu à la bourre parce qu'il faut faire TypeScript, mais non seulement, il faut faire React, il faut faire Vue.js et ça va vite. Et on a aussi un problème de complexité. Comme je viens de le dire, les technologies évoluent vite, ce qui fait que la complexité aussi augmente. Donc, avant, faire un site web, c'était simple. Tu fais une page HTML, CSS, c'est bon. Aujourd'hui, on veut de l'expérience accrue. On veut par exemple, si tout a des réalités un peu, on va dire, 3D en fait. Il y a des tracking de ta souris, tu amènes la souris par ici, tourne dans un sens. Tu vas par exemple sur le site d'Apple, il suffit de glisser ta souris pour ouvrir l'écran du laptop, tu remets la souris, cet écran-là se ferme. Ce sont des animations et des choses qu'on ne faisait pas avant. Et qu'aujourd'hui, vu que les technologies ont évolué et nous permettent de faire ça, ben, les clients ou les entreprises sont en demande constante des sites qui sont un tout petit peu plus complexes qu'avant. Moi, quand j'ai commencé, bon, le site web, ce n'était pas aussi complexe qu'aujourd'hui. Et pourtant, il y a juste 5 ans, quelque chose comme ça, 5, 6 ans. Donc, on évolue trop rapidement, donc la complexité aussi augmente. Voilà, ça c'est ce qu'on a vu avec le développement web. Directement, ce qui vous vient en tête, je crois que c'est le développement mobile. Et les développements mobiles, c'est tout ce qui tourne sur les devices mobiles. Bon, on va essayer de ne pas confondre avec le développement sur de l'embarqué. Mais en gros, tout ce qui est sur des appareils mobiles, un peu comme des téléphones, c'est ce qu'on appelle du développement mobile. On va avoir une petite confusion avec de l'embarqué parce que un tout petit peu le web, les mobiles est embarqué, mais essayez un peu de comprendre quand c'est dans une voiture, c'est de l'embarqué, quand c'est dans un téléviseur, c'est de l'embarqué, mais le mobile, c'est plus dans les téléphones, les PDA, hein, des histoires comme ça qui. Donc, quelles sont les opportunités qu'on a? La toute première, c'est la croissance du marché. Les marchés des applications mobiles est en train de croître de manière exponentielle parce que les gens aujourd'hui utilisent beaucoup plus des téléphones que des ordinateurs. Ça, c'est connu, surtout chez nous en Afrique. Plein de gens ont des téléphones et il y en a qui n'ont jamais eu d'ordinateur. Donc, ça fait que les marchés, il est en croissance. La demande, elle est là. Et ça, c'est une opportunité de ouf à saisir. Donc, comme vous pouvez le voir sur ces graphiques-là, ça, c'est le nombre des applications mobiles qui sont téléchargées dans le monde de 2019 à 2027. Donc, ça, ce sont des estimations par rapport à ce qu'on a eu dans 2019. Et puis, on a fait une estimation sur 2027. Donc, sur 2019, on était inférieur à 100 millions. Directement, quand on arrive sur 2020, on est dans les 100 millions. Je vais sauter jusqu'à 2022, on était un peu dans les 120 millions. Et quand on regarde sur 2023, qui n'est pas encore fini, on est en train d'aller toucher les 150. Et sur 2027, on fait une estimation autour de 180 millions d'applications téléchargées. Et donc, c'est pas une blague, en fait. Et ça, c'est pour la catégorie surtout jeux vidéo. Alors, je vais avancer sur l'autre graphique. Alors, ça, ce sont les nombres réels des téléchargements qui ont été faits sur 2016 à 2022. Vous pouvez remarquer qu'en 2016, on était dans les 140 millions. 2022, c'est quoi? 6 ans là-bas, on est déjà dans les 255 millions. 2022. Quand vous voyez l'estimation ici, hein, on estimait un peu 120 millions. Et pourtant, la réalité, c'est qu'on est allé toucher les 255 millions. Alors, on voit que les marchés, il est en train de progresser. Donc, il y a des opportunités là-dessus.
Alors, la deuxième opportunité, c'est l'évolution des technologies. Comme j'étais en train de dire ici que le mobile est un peu confondu aussi avec l'embarqué. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, avec les développements de tout ce qui est plus IoT et les développements de l'intelligence artificielle, les possibilités pour des applications mobiles évoluent. Je ne sais pas, vous avez vu tous ces gens qui nous postent des photos générées par IA. C'était pas possible de faire ça il y a un bon moment. Aujourd'hui, bon, tu installes ton appli, tu lui donnes ta photo et il te sort ta tête comme si tu étais une blanche. Et ça, c'est juste des petites utilisations, mais il y a des utilisations poussées comme les faits de simplement, tu es en train de passer ton appel et le téléphone te transcrit ce que l'autre est en train de dire en écrit. Donc, tu n'as pas besoin d'écouter, par exemple, ce que le gars est en train de dire. Tu peux être en train de faire autre chose et le téléphone est en train de t'écrire ce que la personne est en train de dire. Ça, ce sont des choses qui sont permises aujourd'hui par l'évolution de l'IA et des puces que nous avons dans les téléphones, parce qu'aujourd'hui, on a des puces, tu as une puce dans l'iPhone, c'est la même, presque la même puce qui est dans un MacBook. Donc, ça permet de faire des choses encore plus poussées. Alors, ça, c'est parce que la expérience encore plus évoluée, qui permet de faire encore plus d'ailleurs. La troisième, c'est un peu la demande croissante des utilisateurs. Du fait qu'on a une sur les achats de téléphone, on a aussi une hausse sur les demandes des utilisateurs. Dans le live ici, je ne sais pas combien de gens utilisent Facebook sur un. Je veux avoir mon truc dans mon téléphone, de retenir les utilisateurs demandent de plus en plus, les applis nous ouvrent des développer beaucoup d'applications que les utilisateurs peuvent prendre. Donc, on en est là pour les opportunités qu'on a. Mais les défis, c'est un peu comme avec le web. Vu que le mobile est en train de monter, on a vu avec vous que 255 millions de téléchargements d'applications sur 2022, ça fait beaucoup. Ça fait que ça fait beaucoup d'applications qui sont sur les stores. Ce qui veut dire que pour aller, il faut vraiment que tu fasses du travail, en fait. Il faut que ton application soit vraiment bien faite. Parce que quand quelqu'un arrive sur les Play Store, par exemple, pour télécharger une application, je vais prendre, moi j'ai une application de gestion des tâches. Quand quelqu'un arrive pour télécharger une application de gestion des tâches, il en a des centaines. Bon, centaines, c'est qu'il a 100 000, 1 million, tu vois. Alors, il doit choisir dans cette liste-là. Mais pourquoi il choisit la tienne? Donc, ça devient. Et quand il va la télécharger, il faut que ça lui soit. Les utilisateurs mobiles, ils installent ton appli, toi, tu es content, mais ils l'utilisent jamais. Donc, il faut que tu pousses l'expérience pour que les utilisateurs rentrent dans ton appli. Un peu comme quand tu as WhatsApp, on n'a pas besoin de t'expliquer comment ça marche. Du coup, ben, tu rentres dedans. Mais bon, Telegram, vous allez voir que c'est pas la même chose en fait. Les gens ont du mal à l'adopter. Pourtant, Telegram est bien plus poussé que WhatsApp. Donc, il y a ces côtés-là où les développeurs doivent faire beaucoup de choses pour attirer les utilisateurs vers leurs applications. Ça, c'est quand c'est toi, c'est ton application. Mais si tu travailles pour une entreprise, bon, c'est un peu différent parce que c'est eux qui font les trucs. La sécurité et la confidentialité. L'actualité, par exemple, chez Apple aujourd'hui, j'ai le droit de bloquer les tracking et de dire à Facebook de ne pas me traquer. Donc, c'est des choses qui sont arrivées aujourd'hui. Les utilisateurs ont conscience de la confidentialité. Et quand ton application est installée directement sous les téléphones, ça veut dire qu'il a accès
aux données. Bon, en gros, il a accès à plus de données sur toi que ce qui fait que s'il y a un leak, si un pirate peut passer par là pour récupérer les informations. Par exemple, imaginez qu'on pirate des téléphones bon, un président d'un pays, on considère un problème où il a un pacemaker. Un pirate peut pirater les pacemakers pour tuer la personne. Donc, aujourd'hui, ton application, tu dois montrer que cette application est sécurisée. Même le Play Store, l'App Store nous demandent ça. Donc, ils vont tester quand même que ton application est sécurisée. Et dès que tu as des problèmes de confidentialité ou de sécurité, c'est fini. On jette ton appli. Donc, ça, c'est un gros défi. Le troisième, c'est la compatibilité des appareils. Les appareils mobiles, il y en a vraiment beaucoup et beaucoup de détails. Vous avez des téléphones très gros à 7 pouces et vous en avez qui sont à 5. Et c'est un parc très grand. Il y a un Intel à côté, il y a un Techno, ce n'est pas la même taille. Donc, il va falloir gérer cette compatibilité-là. Ce n'est pas juste une compatibilité en termes de taille d'écran, mais c'est aussi une compatibilité en termes de performance, en termes de système d'exploitation. Bon, c'est qu'on a Android et iOS. C'est pas la même chose. Donc, tu veux que cette application puisse être stable sur un Intel et sur un iPhone. Donc, c'est chaud. Et puis, il y a aussi ce qui est Android 7, Android 8, il y en a qui sont Android 13. Aujourd'hui, par exemple, quand tu développes Android 13, il y a des problèmes que quand tu vas soumettre ton application sur le Play Store. Et là, ils te diront non, tu n'as pas déclaré l'identifiant public Android 13, histoire comme ça. Ça devient des choses à prendre en compte, la compatibilité des appareils. Ça, ce n'est pas la même chose qu'en web, parce qu'en web, c'est juste les écrans. Mais si en mobile, c'est un peu plus poussé que ça. Il y a par exemple, si tu utilises des capteurs d'empreintes, si tu utilises la caméra, des choses comme ça. Donc, ce sont les défis du développement web. Pardon. On en arrive au développement des logiciels. Bon, les logiciels des bureaux, vous connaissez, c'est tout ce qui s'installe sur un ordinateur. On va avoir Photoshop, on va avoir VS Code, on va avoir Microsoft Office et autres. On va avoir beaucoup d'applications comme ça. On va avoir toutes ces applications qui nous permettent de nettoyer les virus sur Windows. Alors, euh, contrairement à ce qu'on est en train de penser, parce que moi j'ai entendu beaucoup de gens dire, ouais, mais faire du desktop, c'est plus demandé et tout. En fait, c'est le contraire de ce que les gens pensent. Les applications mobiles et web sont bien sûr super populaires et sont en pleine croissance. On continue encore. On va pas, l'application de gestion là, de la comptabilité là, euh, il y a quelques entreprises là qui n'ont pas les moyens, qui sont en web. On ne va pas le faire en web, on le veut en desktop. On veut directement que ce soit installé sous les parcs de tout. Quand l'employé est arrivé, on lui donne son ordi, tout est installé là-dessus. Donc, ces marchés-là est encore là. Donc, on va voir. Je crois que je vais montrer les graphiques. Si j'ai 42%, c'est beaucoup. Voilà. Donc, la demande continue. La deuxième chose, c'est les performances et les fonctionnalités avancées. Faire une application de gestion, par exemple, de la comptabilité d'une entreprise en web, c'est bien. Mais par exemple, niveau sécurité, tu es limité. Comment on accède à l'application? On doit mettre un mot de passe. Quand je suis sur un ordinateur, je peux développer la capacité pour l'utilisateur de juste mettre son empreinte. Parce que là, j'ai accès au matériel. J'ai accès au matériel, si tu m'ouvres beaucoup plus de portes. Donc, ouverture par empreinte, c'est qui va être difficile à faire dans le web, ainsi de suite. Donc, c'est une opportunité pour les développeurs d'aller un peu plus loin. Donc, quand je suis en web, peut-être je ne ferai jamais un accès par empreinte. Mais si je fais du desktop, ça, je vais rencontrer ça. Parce que j'ai accès à ces matériels-là. Voilà. Et il y a des applications aussi qui sont un peu compliquées à faire. Par exemple, tout ce qui est, on va dire, IA et tout, ça demande beaucoup de puissance. Alors, quand je suis dans un navigateur web, je suis un peu limité. Quand je suis directement sur l'ordinateur, je peux utiliser
toute la performance de l'ordinateur. Ça me permet d'être un peu plus large dans les fonctionnalités que je peux implémenter par rapport à si je suis coincé dans le web. Pour les développeurs, c'est une opportunité de pousser nos connaissances vers des choses que, je sais pas, 80-70% des développeurs, bon, congolais n'y toucheront jamais. Parce qu'il y a des gens qui ont fait, par exemple, qui savent faire la responsivité, tout un site web, c'est fini. Il ne sait pas comment on va gérer la sécurité, il ne sait pas comment on va gérer les problèmes de gestion des RAM, files d'attente et autres. Il ne saura jamais ça parce que jamais il l'aura développé sur desktop. Voilà. Euh, la troisième, c'est que c'est un marché des niches. Comme je venais de le dire, le web, c'est super populaire. Le mobile, c'est super populaire. Mais vous connaissez combien de développeurs qui font des logiciels des bureaux? Ici, à Lubumbashi, par exemple. On a du mal à commencer à les citer. Ce qui fait que quand tu es un développeur dans ces domaines-là, tu n'as pas trop de concurrence, en fait. Si tu fais bien ton boulot, tu seras très rapidement la référence. Parce que ben, la plupart d'entre nous, on fait du web, on fait du mobile. Et quand toi, tu as tes desktops, euh, la concurrence n'est pas assez forte, en fait. Voilà. Donc, il y a des que ça. Je venais de parler, par exemple, des entreprises et de tout ce qui sont dans l'industriel. On va avoir des sociétés minières et tous les autres. C'est des marchés, des niches où tu peux être la référence. Voilà. J'ai parlé du graphique. Donc, comme vous pouvez le remarquer, les mobiles est en tête avec 54% des parts des marchés, mais les desktops est encore là. Ça fait 42,65%. C'est utilisé. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des tablettes et tout, à part tous ceux qui sont professionnels et autres. Donc, on va aussi voir, on voit aussi les graphiques ici. Donc là, ce sont des tablettes en bas. À ces niveaux-là, on a les desktops qui sont en deuxième ligne. Et les verts, là, ce sont les mobiles. Voilà. Donc, on peut voir les années là-bas, mais ça, ce sont les charts sur 2021. Voilà. Alors, un point qu'il faut mettre en tête, c'est que c'est pas la même chose en Afrique. En Afrique, c'est 64% des utilisateurs qui utilisent le mobile, pour 34% qui sont sur ordinateur. Donc, à part pour les entreprises et tout, euh, pour ici chez nous en Afrique, c'est plus les mobiles qui est utilisé par rapport au. Et vous voyez ça, hein, donc on a plus de téléphones. Je connais même des gens qui ont deux, trois téléphones, mais qui n'ont pas d'ordi. Ce qui fait que c'est pas le même marché par rapport à l'international. Et donc là, on peut voir. Mais il y a un élément aussi important à retenir sur ces graphiques ici, c'est que les utilisateurs passent plus de temps quand ils sont sur ordinateur que quand ils sont sur téléphone. On peut voir que en 2018, un utilisateur passait genre 767 secondes sur une app mobile, mais sur les desktops, il allait à 1057. Donc jusqu'en 2020, on va voir que c'est toujours un peu comme ça. 600 pour les mobiles, 1000 pour le desktop. Ça veut dire que les utilisateurs sur les desktops sont un peu plus patients. Alors, quand tu ouvres ton appli sur ordinateur, tu n'es pas pressé de partir et tout. Mais quand tu es sur les téléphones, là, c'est rapide, tu peux changer pour aller dans Facebook et tout. Donc, les gens passent moins de temps là-bas. Pour ceux qui mettent, par exemple, la publicité, c'est plus intéressant quand tu es sur desktop, quand tu es sur mobile en termes de rétention. Voilà. Les défis maintenant. Voilà. Alors, les défis, c'est que déjà, on a un problème des systèmes d'exploitation, un peu comme avec les mobiles, hein. On a Windows, on a macOS, on a Linux, c'est pas pareil. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des applications qui passent que sur Windows et pas sur Mac et pas sur Linux, parce que les trois systèmes, c'est pas pareil. Donc, il va falloir adapter les logiciels. Même si on sait qu'avec Java, et tu peux faire pour tout, mais c'est pas toujours pareil, en fait. Tu dois t'adapter. Il y a des exigences des macOS qui ne sont pas sous Windows et qui ne sont pas sous Linux. Donc, c'est un problème à prendre en compte parce qu'il faut regarder la compatibilité matérielle. Aujourd'hui, par exemple, Mac, c'est sous des puces Apple Silicon, alors que Windows et Linux, on est encore sous des Intel. C'est pas pareil, en fait. Voilà. Euh, la concurrence. On parlait de concurrence. On dit que le marché des bureaux, des logiciels des bureaux est concurrentiel, contrairement à Nini, aux autres marchés. Pourquoi? Parce que euh, il y a beaucoup de logiciels déjà développés dans le temps. Vous savez, on est habitué à utiliser WinRAR, mais WinRAR, ça date.
C'est pas pour aujourd'hui WinRAR. Microsoft Office, ça n'a pas commencé hier. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher, comme j'avais dit, il faut aller chercher des marchés, des niches. Mais quand on est sous les grands publics, la concurrence est là. Parce que tu ne vas pas développer ton WinRAR et puis tu prends des parts des marchés comme ça. WinRAR, c'est super connu, donc tu es un peu coincé. Mais donc, il faut être assez fort pour arriver un peu comme VS Code qui est arrivé, qui a renversé tout ce qu'on avait comme Atom et les autres. Et les IntelliJ qui sont un peu moins utilisés parce qu'ils sont payants. Donc, c'est quand même assez concurrentiel sur les grands publics, mais c'est assez ouvert dans les niches, comme j'avais dit, dans des marchés, des niches où tu développes directement pour des entreprises. Ça, c'est cool. Mais si tu développes pour les grands publics, la concurrence est là. Voilà. Dans le même ordre d'idée, les applications desktop, j'ai parlé des grands publics et des entreprises. Donc, on entre dans le développement d'applications d'entreprise. Alors, quelles sont les opportunités? Les développements d'applications d'entreprise, ce sont que des applis qu'on développe que pour les entreprises. Des applis qui sont utilisées dans les entreprises. On ne parle pas d'une appli que tu vas mettre à disposition chez tout le monde. Non, on parle d'une appli, par exemple, comme j'ai parlé là, gestion des stocks chez Jambomart. C'est chez Jambomart. Donc, c'est Jambomart qui a besoin de toi ou que c'est toi qui as identifié les problèmes et puis tu as dev. Voilà. Comme je l'ai dit, même dans les applications desktop, parce que souvent ces genres d'applications vont être desktop, il y a une demande croissante. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises, ils veulent améliorer leur productivité, ils veulent avoir leur application. Et un autre élément, c'est qu'aujourd'hui, plus que les années qui sont passées, beaucoup d'entreprises se créent. Et ces entreprises-là veulent des solutions personnalisées, veulent des solutions qui leur permettent d'être un peu plus productifs. Relancer quelque chose ici. Euh, désolé, 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 désolé. Est-ce que, voilà, on prend le Windows. Voilà, donc je disais que on a une demande croissante et ici j'avais parlé de personnaliser. Donc c'est une autre opportunité, c'est de permettre de développer des applications qui sont personnalisées pour chaque entreprise. Et ça, c'est la personnalisation et l'intégration. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je développe une application pour Jambomart, par exemple, Jambomart peut avoir une intégration directe avec M-Pesa parce que chez Jambo, tu peux acheter avec M-Pesa. Alors, ça me permet de travailler sur des systèmes d'entreprise qui sont normalement réservés. Vous voyez? Donc, M-Pesa, moi, je n'ai pas accès aujourd'hui à M-Pesa, il n'y a pas d'API. Mais quand je travaille, par exemple, sur des logiciels qui permettent à Jambo de gérer les paiements et autres, j'ai une porte vers M-Pesa. Donc, quand on va devoir intégrer M-Pesa, je pourrais travailler sur l'intégration avec M-Pesa. C'est des choses que je vois si je ne suis pas un développeur des logiciels personnalisés, des logiciels d'entreprise. Donc, si je suis juste un développeur desktop, je ne peux pas vivre ces genres d'expérience parce que c'est réservé aux entreprises, en fait. Donc, ce sont des opportunités qui permettent de créer des solutions sur mesure, mais aussi de permettre d'intégrer avec d'autres systèmes. Voilà. Donc, chez Zoom, on te permet un peu de peut-être intégrer avec Meet. Et ça, il n'y a que des développeurs qui travaillent sur Zoom qui peuvent avoir accès. Maintenant, les défis, c'est déjà la complexité des exigences. Comme je venais de le dire ici, tu travailles pour une entreprise. Et l'entreprise, il ne va pas t'autoriser elle va pas t'autoriser à faire une application qui va bégayer des mains. Si je développe ma propre application, j'ai jamais en ligne, ça peut bégayer, ouais, voilà. Je vais perdre des utilisateurs, mais c'est pas très grave. Mais quand il s'agit d'une application d'entreprise, l'entreprise est sur ton dos. L'application doit être comme ils ont demandé et souvent on a des fonctionnalités un peu complexes, comme je venais de le dire. Quand tu gères par exemple la caisse des Jambomart et qu'il faut l'intégrer avec leur gestion des stocks et qu'il faut l'intégrer avec un PSA, c'est pas la même complexité que développer une to-do ou développer un truc à côté pour toi. Donc, il faut prendre en compte que les applications d'entreprise sont complexes assez souvent. C'est pour ça qu'ils ont besoin des solutions personnalisées.
Et l'autre problème, c'est, bon, il y a une erreur de numéro. L'autre problème, c'est la collaboration. On se connaît, et en développeur, on a un problème de communication. Bon, la plupart d'entre nous, c'est quelque chose qu'il faut développer. Or, il y a un problème, c'est que quand tu développes pour les entreprises, tu dois être en collaboration avec les utilisateurs directs qui vont utiliser ton application. C'est pas comme pour euh, les autres. Quand tu travailles pour toi-même, tu déploies, les utilisateurs utilisent, ils te renvoient des feedbacks en passant par des liens, en passant par les stores. Là, c'est direct. Tu es en contact direct avec les personnes qui utilisent ton application et tu peux avoir des problèmes de communication pour arriver à gérer et à comprendre les besoins des utilisateurs et aussi à pouvoir communiquer avec les personnes de ton travail. Donc, ça, c'est un défi. Donc, c'est devoir améliorer ta communication. Voilà. On est bon pour les entreprises, les applications d'entreprise. On passe à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, je n'ai pas besoin de présenter. Donc, on connaît tous, surtout ChatGPT, là. Nous tous, on connaît. Alors, la première opportunité de l'intelligence artificielle, c'est que les opportunités sont quasi, en ce moment, on a des opportunités quasi infinies. On ne sait pas jusqu'où l'IA va partir. Ils sont en train d'intégrer ça dans des boîtes de nuit pour gérer des playlists. Ils sont en train d'intégrer ça dans des champs pour gérer tout ce qui est irrigation. Ils sont en train d'intégrer ça dans des applications de musique un peu comme Spotify pour te créer ta playlist personnalisée selon tes habitudes. Donc, c'est en train de se mettre partout. C'est en train de se mettre dans la communication pour écrire des posts LinkedIn. Et donc, les opportunités sont de ouf. Donc, si avant un développeur ne pouvait pas travailler dans la santé, peut-être, par exemple, aujourd'hui, c'est possible grâce à l'IA. Donc, c'est une nouvelle opportunité de ouf. En fait, on dit que combien? 30% des métiers de 2030, on ne les connaît pas encore. Parce que l'IA est arrivée. Parce qu'il y a des métiers qui vont disparaître et il y a des métiers qui vont se créer directement. Donc, c'est une grande opportunité pour ceux qui maîtrisent l'IA. Pas seulement pour les coder, mais aussi pour l'utiliser. Parce que nous, devs, on pense qu'il faut tout coder. Non. L'IA, c'est aussi savoir l'utiliser dans ton métier. Ça te permet d'avoir accès à beaucoup plus d'opportunités d'emploi. La deuxième, c'est l'innovation technologique. On connaît en tant que dev, on n'est pas là que pour gagner de l'argent. On veut aussi toucher à des nouvelles choses. Donc, vous allez voir, par exemple, avec l'arrivée de ChatGPT, du modèle LLM que Facebook a disponibilisé, c'est des choses nouvelles que nous, développeurs, on n'a jamais fait avant. Ouais, entraîner des modèles. Ouais, c'était réservé dans des grandes entreprises. Aujourd'hui, tu peux entraîner ton propre modèle, et réseau des neurones et tout. Donc, tu as une possibilité de travailler dans des technologies qui sont innovantes, qui sont encore en train de bluffer les gens. Et toi, tu peux comprendre comment ça marche derrière si tu t'es mis dans ces secteurs-là. Alors, le numéro 3, c'est l'automatisation des tâches. Comme je venais de le dire, il ne s'agit pas juste de coder ton propre IA, il s'agit de comprendre comment ça marche. Par exemple, ceux qui utilisent GitHub Copilot sur leur VS Code, ils comprennent, hein. Ça te permet d'être un peu plus rapide. Donc, il y a cette possibilité-là de pouvoir automatiser tes tâches. Tu peux l'intégrer dans ta messagerie pour qu'elle puisse commencer à répondre à tes mails pour toi. Donc, ça te permet un peu de te rester concentré sur les tâches les plus importantes et de laisser les autres tâches à l'IA. Quand tu veux écrire une fonction qui doit trier un tableau, tu n'as pas forcément besoin d'écrire tout ça toi-même. Tu peux laisser une IA t'écrire ta fonction, mais comme tu sais coder, si elle fait une erreur, tu pourras changer. Mais en tout cas, c'est plus rapide parce qu'elle aura écrit 20 lignes de code pour toi. Voilà, donc, c'est parmi les opportunités. Alors, comme on peut voir sous ces graphiques-là, les marchés de l'intelligence artificielle représentent 136,5 billions, donc c'est milliards de dollars, sur 2022. On parle de 136 milliards, c'est beaucoup d'argent là-dedans. Et c'est en train de se développer de plus en plus. Donc, vous pouvez voir les quelques domaines, je vais passer rapidement. On a la santé, hein, la santé. On a tout ce qui est les véhicules et transports qui bouffent la plus grande partie, un peu avec les véhicules autonomes. On a tout ce qui est agriculture, on a tout ce qui est fabrication, on a tout ce qui est communication et médias, j'en ai parlé, et les autres. Donc, ce sont un peu les secteurs qui sont touchés par l'IA aujourd'hui et qui représentent la grande part des marchés. Après, c'est en train de s'étendre. Alors, quels sont les défis? Premier problème, c'est le manque de données de qualité. Surtout quand tu es au Congo ou en Afrique, ouais, c'est bon. Surtout si tu dev. Donc, tu as ton modèle, tu dois l'entraîner, mais tu l'entraînes sur quoi?
l'entraîner sur des données. Est-ce que c'est de qualité? Mais même là-bas, il y a ces problèmes-là. Où est-ce que tu as des données de qualité? C'est pas Facebook qui va te donner ces données sur ses utilisateurs, hein. Et ça, il garde ça bien pour lui. Il te donne des modèles, comme là, il nous a libéré les modèles. Non, vous avez les modèles, vous pouvez tous l'utiliser. Mais eux, ils les entraînent sur les données qu'ils ont acquis depuis 10 ans. Mais toi, tu as quoi comme données pour pouvoir entraîner ton IA? Ça devient un peu chaud. Donc, ça rend un peu les... C'est pas facile. La deuxième, c'est un problème d'éthique et de responsabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux développer une IA qui permet à quelqu'un de transformer ces messages-là et sortir une vidéo de Emmanuel Macron qui est en train de les lire. Voilà, c'est cool, mais il y a un problème d'éthique là-bas. Est-ce que si les gens, est-ce que ça sera bien? Est-ce que tu es en train de légal et tout? Donc, c'est ça les problèmes. Parce qu'aujourd'hui, même ChatGPT et tout, il y a des accusations. Non, il a donné une réponse qui n'est pas bien. Il a acclamé comment, notre gars ici, Adolf Hitler, alors qu'Adolf Hitler, il a fait vraiment beaucoup de mal aux gens. Mais l'IA va dire un peu l'actualité que non, Adolf Hitler a aidé à ramener les Juifs chez eux. Donc, tu vois, penser à toutes ces choses, habilités, et, et à un certain niveau, c'est là, ces choses permettent vraiment de montrer aussi ce que tu fais respecte les lois du pays. Voilà. La troisième chose, c'est la complexité technique. Les développements d'intelligence artificielle, c'est pas facile. Ça, c'est évident. Il y a beaucoup de choses à comprendre là-dedans. Commençons déjà par les mots, comprendre les maths, après comprendre les notions de complexité, parce que c'est facile de faire une petite intelligence qui va utiliser 50 000 utilisateurs et avec des problèmes de complexité. Mais quand tu as une IA qui va tourner sur des millions, milliards de données, une petite erreur dans tes calculs qui pousse ta complexité à N2, ça va faire ramer ton truc de malade. Donc, c'est trop technique. Il faut vraiment beaucoup de compétences là-dedans pour rentrer dans l'IA. Donc, la porte d'entrée là, la courbe d'apprentissage n'est pas facile. Et le dernier problème, c'est un peu l'adoption et l'acceptation. Comme je venais de vous le dire, il y a des gens qui acceptent l'IA, mais il y a des gens qui résistent un peu. Par exemple, en ce moment, il y a tout ce qui est industrie musicale. En fait, on peut faire danser, chanter à Niska une chanson qu'il n'a pas chantée. On écrit juste les paroles, on donne à une IA, il va nous sortir la chanson. Mais c'est chaud, là. Est-ce que Niska est d'accord avec cette histoire? Parce qu'on peut le remplacer, on peut juste acheter sa voix. Comme en ce moment, on est en train de vouloir acheter la voix de Bruce Willis et son visage pour commencer à en faire la publicité quand lui va mourir. Parce que le gars, il a le cancer, il peut mourir. Mais Bruce Willis n'est pas d'accord avec ça. Donc, c'est chaud. Vous pouvez avoir votre IA, mais les gens, ils ne veulent pas parce que même moi, hein, j'ai quand même des réticences. Il y a un problème de si demain on crée une vidéo de moi alors que ce n'était pas moi, j'ai fait comment? Il y a une dame aux États-Unis qui a perdu son boulot comme ça. On a envoyé aux parents de ses élèves des vidéos pornographiques d'elle. En fait, elle n'a jamais fait ces vidéos. C'est juste quelqu'un qui a utilisé les deepfakes et il a produit la vidéo. Donc, il y a ces problèmes d'adoption. Donc, si vous entrez dans ces secteurs-là, il faut se dire que ça va prendre un peu de temps pour que ça soit accepté. Donc, tu peux faire ton application révolutionnaire, mais est-ce que les gens vont l'accepter vraiment? C'est encore une question. Alors, on passe dans les développements des jeux vidéo. C'est la partie où nous, Congolais, on fait le moins des choses. On verra un peu pourquoi. Mais la première des choses en termes d'opportunités, c'est que le marché des jeux vidéo est en croissance de malade. Vous avez vu quand j'ai parlé d'applications mobiles, c'est les jeux vidéo qui sont le plus demandés dans les applications mobiles. Alors, c'est un domaine qui est en croissance. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est 2,7 milliards de joueurs. Donc, aujourd'hui, le marché des jeux vidéo pèse plus de 300 milliards. C'est beaucoup d'argent, c'est un grand secteur où il y a beaucoup de choses, il y a de l'argent à se faire. Et il y a la deuxième, c'est la diversité des plateformes. En fait, tu n'es pas obligé de développer ton jeu pour mobile. Tu peux le développer pour PS5, tu peux le développer pour Xbox, tu peux le développer pour
une plateforme que tu choisis. Ça peut être des ordinateurs, ça peut être des smartphones, ça peut être des tablettes. Il y a des jeux qui passent qu'en web. Donc, tu as beaucoup de plateformes où tu peux lancer ton jeu et ne pas le lancer sur les autres. Il y a des jeux, par exemple, qui ne sont que sur console et d'autres qui ne sont que sur smartphone. Donc, ça crée que les publics est trop large. Si tu ne le trouves pas dans les mobiles, tu iras le trouver dans les consoles. Si tu ne le trouves pas dans les consoles, tu iras le trouver dans les ordinateurs. Tu peux un peu toucher tout le monde, quoi. Comme on peut le voir là, c'est par exemple les marchés en 2022, il était à 203 milliards. Et comme on peut le remarquer là, par exemple, ici, dans les 2,3 billions en vert, c'est les PC et les jeux qui sont sur web. Là, 58 milliards, bon, milliards, c'est le jeu sur console. Hein. On va avoir PS et Xbox et autres, Nintendo. 12 milliards sur les tablettes. On peut avoir 91 milliards sur les smartphones. Et là, ce sont les jeux qui sont des PC games qu'on fait pour les PC. Et ça, c'est ce qu'on fait pour les web. Donc, on peut voir que c'est un grand marché. Les smartphones, encore une fois, prennent 45% des parts des marchés sur 2022. Voilà. Donc, c'est un secteur où il y a beaucoup d'argent à se faire. Donc, la troisième opportunité que je disais, c'est la monétisation. Les jeux vidéo sont l'endroit où tu peux te faire les plus d'études, en tout cas. Parce que tu peux soit vendre le jeu en lui-même, tu peux ajouter des achats dans les jeux, c'est-à-dire les joueurs peuvent débloquer certains niveaux en achetant. Tu peux mettre des abonnements là-dedans pour qu'à un certain moment, on peut jouer gratuitement, mais après, il faut payer. Et puis, tu peux faire passer la publicité. Comme les gens passent beaucoup de temps à jouer, ajouter une publicité là-dedans. C'est cool, hein? Moi, j'ai mon fils, il passe dedans. Les avancées technologiques. Vous avez remarqué, hein, les jeux de quand on était petit sur la Nintendo et les jeux d'aujourd'hui, c'est pas pareil. Hein. Aujourd'hui, mettre un casque, voir ton jeu. Donc, les publics développeurs puissent mettre beaucoup trop poussé. Donc, je pense pas qu'un développeur qui fait des vidéos sur Nintendo là va venir faire où on peut utiliser des réalités virtuelles. C'est une possibilité de faire dans l'AR. Encore, j'ai dit que 70% des développeurs ne feront un peu tous ces développeurs ne feront c'est au top. Connu quand sur la PS5, il y a des gens qui savent, qui jouent à FIFA. À côté, il y a, je ne sais pas s'il y a un autre concurrent. Compliqué de venir créer ton jeu, déjà concurrencer PES et FIFA. C'est la même chose pour les Call of Duty, c'est la même chose dans les applications de. Je vois que quand tu changes de téléphone, tu remets un peu les mêmes applications. C'est chaud. Et puis, il y a beaucoup de studios et leur boulot, c'est développer des jeux. Quand tu crées des jeux, tu es un peu sur leur secteur. Il faut beaucoup de publicité, beaucoup de communication pour pouvoir gagner de nouveaux utilisateurs. Le coût de développement des jeux vidéo est élevé. Développer un jeu vidéo, c'est pas pareil. Il faut minimum. Donc, si tu veux un Sudoku, bon, ça va. Mais si tu veux faire un vrai jeu, il faut des graphistes qui vont dessiner toutes ces histoires-là. Il faut des ordinateurs puissants parce que quand tu vas faire un jeu comme Unity, ben, ça te demande de la puissance. Et regarde, à côté, il faut, comme je viens de dire, donc faut faire un gros marketing là-dessus. Ce qui fait que faut de l'argent et ça fait un peu trop, tu vois, par rapport à si tu fais une application mobile simple.
Alors, on va partir dans les applis embarquées. Les applis embarquées, mettez un peu de côté hein, tout ce qui est téléphone. On va prendre les télévisions, congélateurs, voitures, un peu des trucs comme ça, là, hein, des devices qui ne sont pas ordinaires, où on n'a pas l'habitude de trouver un ordinateur là-dedans. Donc, c'est un peu ça embarqué. On va voir les systèmes connectés des maisons, on va voir les barrières automatiques, on va voir les portes automatiques. C'est ça qu'on appelle des systèmes embarqués, en fait. Donc, on va avoir des robots qui sont un peu le robot de la poste à Lubumbashi. On va avoir des robots qui sont dans les mining et tout. Alors, les opportunités là-dessus, c'est que les domaines d'application sont très variés. Je viens de le dire aujourd'hui, on a de l'intelligence dans des frigos. Avant, ça n'existe pas. Donc, frigo, tu es tel comme beaucoup des autres. Tu peux être dans l'automobile, tu peux être à la maison, tu peux être dans l'automatisation et tout. Tu peux être dans les domaines, il y en a, tu peux être un domaine où il n'y a pas encore de concurrence, un peu, par rapport à, parce que tu vois que la télé, tu peux te mettre dans la voiture, tu vois que les voitures, c'est chaud, tu peux te mettre, par exemple, dans l'automatisation des lumières connectées de la maison, des histoires comme ça. Donc, les domaines d'application sont vraiment variés. Comme on peut le remarquer là, l'IoT est en train de monter. On peut voir qu'en 2018, on était dans les 15 milliards des devices IoT et que sur 2023, là, 2022, on a eu 42 milliards, là, 2023, on est dans les 51, mais l'estimation sur 2025 est de 75,44 milliards. C'est une estimation qui a été faite en 2016. Donc, on voit que c'est un marché qui évolue beaucoup. Je pense que d'ici 2030, ça va être compliqué de trouver quelqu'un qui a une télé qui n'est pas connectée. Parce qu'aujourd'hui, même les télés de 32 pouces qui ne sont pas chères sont connectées. La box est connectée, ainsi de suite. Ça devient un peu, tout devient un peu, ce qui ouvre un peu beaucoup d'opportunités là. Et donc là, on peut voir que c'est une estimation qui a été maintenant faite en 2022, parce que celle-ci a été faite en 2016, celle-ci a été faite en 2020, une estimation entre 2019 et 2027. On voit que sur 2027, on nous prévoit une augmentation de 22% entre 2022 et 2027. 22%, c'est pour aller atteindre les 500 milliards des devices. Donc, on peut voir ça comme ça. On voit qu'il y a de la place à se faire. La deuxième opportunité, c'est innovation technologique. Imaginez développer une application pour une télévision. Votre application est sur la télé. Il y a de quoi être fier, hein, parce que des amis font des sites web, toi tu fais des applis qui sont sur des télés. Imaginez avoir votre application dans une voiture. C'est wow, non? Donc ça nous permet d'aller utiliser des choses qui sont un peu nouvelles, parce que tout ça, c'est pas trop ancien. Il n'y a pas des gens qui vont débarquer très, très, très expérimentés en IoT et tout nouveau. Donc, ça permet un peu de pousser des délires et de faire quelque chose de nouveau. On n'a pas souvent l'habitude. Hein. C'est un peu aussi avec l'IA. On n'a pas souvent la chance d'être parmi les gens qui ont commencé. Donc, bien sûr, on n'a pas lancé l'IA, mais on peut être parmi les développeurs, par exemple, congolais et africains, à avoir poussé des solutions IA, à être des devs IA. Voilà. La troisième, c'est, comme je viens de dire, demande croissante. La demande croissante n'est pas trop dans les utilisateurs, mais plus dans les entreprises et tout. Parce que on a beaucoup de plus en plus de devices qui ont la chance d'être dotés. Et donc, on veut arriver à la maison et peut-être allumer et éteindre les ampoules automatiquement. On veut déverrouiller notre voiture avec notre téléphone. Par exemple, quand vous achetez une Tesla, il n'y a pas de contact. C'est ton téléphone qui ouvre ta voiture. On veut que la vie est interconnectée. On veut que les objets autour de nous soient interconnectés, nous permettent d'être à l'aise. Je veux allumer ma cafetière avec mon téléphone et aller prendre mon café quand c'est prêt. Je ne vais pas faire tous ces mélanges avant. Ça fait que la demande, elle vient en fait. Les gens veulent de plus en plus être connectés. Voilà. Ce qui nous ouvre un peu Alors, on peut voir de, de l'IoT un peu. On peut voir un peu qu'on a enlevé les smartphones, les tablettes et les télévisions sur ces graphiques-là.
On peut voir qu'on a l'automobile là, en 2000, bon, 2015 là, mais je regarde 2025, on a l'automobile qui va un peu prendre beaucoup de parts des marchés et tout ce qui est utilitaire là, c'est ça qui va être les plus utilisés. On a tout ce qui est smart home, je viens de parler des maisons connectées, bien-être et tout ça. Smart city, aujourd'hui vous entendez parler des cités intelligentes, cités connectées, agriculture, sécurité électronique et tout. Donc, ce sont des domaines qui vont de plus en plus intégrer l'IoT. Donc, il y a, il y a, il y a beaucoup d'opportunités. Il y a une place à se faire là-dedans. Moi, particulièrement ici, j'ai fait moi-même des petites installations chez moi pour automatiser j'ampoule par ici, par ainsi, ainsi de suite. Bon, ça marche et tout, donc je me prépare un peu au truc. Alors, les défis qu'on va avoir, c'est les matériels. Moi, par exemple, j'ai des développe sur des SP32, des 1 mini. Ce sont des petits puces. Ce n'est pas des ordinateurs ou des téléphones avec beaucoup de RAM, beaucoup de mémoire. Ça fait que ton application doit être optimisée. Quand tu écris ton code, ça doit être un code optimisé pour tourner sur un petit truc. Un petit truc qui n'a pas beaucoup d'espace mémoire, qui n'a pas beaucoup de RAM, qui n'a pas beaucoup de puissance. Donc là, vraiment, tu devs en prenant en compte que tu n'as pas beaucoup de puissance. Comme on est habitué en web, là, il faut être souple dans les boucles que tu fais pour que ton code ne puisse pas bloquer, ramer, surcharger un peu la mémoire. L'autre problème, le problème des bugages. Comme je le disais, c'est des petites puces. Il n'y a pas d'écran assez souvent. Quand tu testes avec web, si tu mets sur un navigateur, tu vois, et puis tu changes les problèmes. Non, là, c'est un matériel. Donc, il faut le tester vraiment en vrai. Il faut déployer le code sur les petits trucs, déployer le code sur l'ampoule et sur la puce, essayer d'allumer ton ampoule. Et maintenant, pour essayer de comprendre et de débugger ton problème. Donc, ça devient un peu plus complexe que mobile et autres, où tu as accès à un écran en permanence. La troisième, c'est la sécurité. Hacker ma télévision, je ne suis pas très content que quelqu'un puisse pirater ma télévision pour me diffuser des contenus qui ne sont pas clean. La même chose pour ma voiture. Je ne veux pas que quelqu'un puisse hacker ma voiture pour me faire un accident ou même chose. La même chose, tu ne veux pas que quelqu'un ait des ampoules chez toi. C'est quand même un peu compliqué. J'ai vu des gens sur YouTube faire les malins. Hein. Ils ont fait un live où ils pirataient vraiment des installations des gens. Donc, ils arrivaient ça, ils éteignent ton ampoule. C'est quand même un peu sensible parce que c'est des choses qui sont dans les objets de la vie courante. Donc, il faut beaucoup le protéger contre les attaques. Désolé. On finit avec les systèmes d'exploitation. Ouais, je pense que c'est la fin. Euh, les systèmes d'exploitation, on connaît, c'est les logiciels principaux d'un matériel, donc, d'un device. Sur les ordinateurs, on a nos systèmes d'exploitation Windows, j'en ai parlé, Mac, Linux. Sur les téléphones, on a Android et iOS, ainsi de suite. Même dans nos petits devices là, on a des systèmes d'exploitation. Alors, le système d'exploitation, on le sait, hein, c'est le logiciel principal. Tu ne peux pas coder au-dessus. Donc, c'est un peu le chef d'orchestre. C'est celui qui permet de relier matériel et logiciel, d'orchestrer pour que. Donc, ça ne sera jamais un baisse. Oui, c'est le plus principal. Contrairement à ce que les gens. Il y a quand même des systèmes d'exploitation qui ne sont pas populaires dans des secteurs pas l'IoT. Est-ce que vous connaissez le système d'exploitation en IoT que vous connaissez? Non, parce que c'est un marché des niches. Donc, dire que développer un système d'exploitation aujourd'hui, c'est inutile, c'est les gens qui parlent parce qu'ils pensent qu'un système d'exploitation, c'est Android et Windows. Mais il y a des systèmes, il y a des gens qui ont leur propre device. Par exemple, je peux acheter mes propres PDA. Je veux un système personnalisé. On peut partir d'Android pour développer un système pour mon device. On peut tout aussi créer à partir de zéro et se retrouver dans des entreprises où, par exemple, tous les téléphones démarrent avec le logo RTL. Vous voyez, donc,
c'est Android, on a poussé un peu plus. Donc, le marché, lui, il est là. Il augmente. Et la deuxième opportunité, c'est la collaboration avec les fabricants directs, avec les fabricants des matériels. C'est des choses aussi que 70% des gens n'y feront pas. Tu vois, quand vous développez, par exemple, pour Windows, vous développez Windows, vous êtes en contact direct avec Intel. Parce que c'est eux, ils fabriquent les puces, vous, vous fabriquez les systèmes qui vont venir tourner en premier au-dessus. Vous êtes en constante collaboration pour comprendre comment la puce elle est faite, pour que les systèmes puissent vraiment bien se poser dessus et utiliser au mieux les capacités de cette puce. C'est des choses que beaucoup, je peux dire même 90% des développeurs du monde n'ont pas l'opportunité d'avoir. Donc, si tu pousses et que tu te pousses dans le développement des systèmes d'exploitation, tu peux avoir ces genres d'opportunités. Il ne faut pas non plus se limiter à dire qu'au Congo, on ne fait pas ça. Le Congo, c'est un pays qui évolue. Demain, les gouvernements peuvent avoir besoin de restreindre un peu pour que tout ce qui est device de la présidence et autres puisse tourner dans nos propres systèmes, puisque l'ANER, pour que l'ANER puisse tourner dans son propre système, comment on va faire? Comment est-ce qu'on sera capable de développer ces choses-là ou il faudra appeler les Indiens? C'est quand même problématique. Donc, c'est un secteur où certains peuvent s'intéresser. La troisième, c'est l'innovation technologique. J'ai parlé des puces. Vous voyez, j'ai parlé des puces. Et ces choses-là sont faites au niveau. Bon, la plupart des avancées technologiques sont d'abord faites au niveau du matériel. Donc, pour faire de la réalité virtuelle, ça parle d'un casque. Alors, il faut aller comprendre comment tous ces trucs-là ont été faits pour venir développer là-dessus. Et quand c'est toi qui fais le système d'exploitation, ben c'est toi la première personne à comprendre comment le casque il est fait. Donc, c'est beaucoup d'innovation là-dedans. C'est peut-être d'innovation cachée parfois parce qu'on ne sait pas le voir, mais c'est beaucoup d'innovation pour les gens qui sont là-dedans. Et c'est aussi des domaines où 90% de développeurs ne toucheront jamais au truc que tu vas toucher. Alors, les défis, ben, c'est complexe. Un système d'exploitation, c'est complexe. Déjà, par le fait que c'est le tout premier gars qui est en train de tourner, qui est en train d'orchestrer les matériels et les logiciels. Donc, quand un dev a mal dev son truc et que ça demande beaucoup de mémoire, alors que toi, tu es le chef d'orchestre, que tu as 10 applications qui demandent tous de la mémoire, on ne fait pas des blagues en codant ce genre de trucs. Oui. Donc, on a vraiment une demande, on a vraiment besoin de coder les trucs à fond. Hein, très bien pour que sa compatibilité et ça, par exemple, on a Intel ici, on a AMD là-bas, bah, il faut faire en sorte que ça soit compatible. C'est pas la même architecture chez Intel et chez AMD. Faut vraiment être rigoureux là pour permettre à ce que ça puisse être sous n'importe quelle puce qu'on va avoir. Voilà. Et la sécurité, bon, là, la sécurité, c'est le plus d'exploitation pirate. OK, je suis là. Système d'exploitation pirate égale tout ton device c'est pirate. Vous verrez des bugs qu'on a découverts. Donc, c'est parmi les domaines de la programmation où la sécurité est super importante. Alors, après avoir vu tout ça là, on va dans cette conversation beaucoup de. Ouais, on connaît. Donc, JavaScript est en top, ça ne me surprend pas. Ça fait des années que JavaScript est au top. Et ce qui est framework que autre, c'est normal. Le JavaScript, c'est le langage le plus utilisé par les développeurs en ce moment. Dans une formation où il y a le plus de gens. On sait que JavaScript, principalement, c'est pas beaucoup un système d'exploitation ou un système embarqué.
que les devs sont. En deuxième, HTML, c'est les développeurs web qui est assez populaire. Donc, on comprend que HTML, CSS, c'est incontournable. En troisième position, on a cinquième position. Parce que oui, JavaScript, c'est bien, mais JavaScript, c'est merdique. Tu vas faire un plus A, ça peut donner quelque chose. C'est compliqué de faire un plus A, on sait tous. Mais en JavaScript, tu risques d'avoir une réponse. Ça peut être 67 là. Il va transformer les A là en ASCII et puis il va te faire une addition. Ça peut arriver. Donc, TypeScript, ça permet quand même d'avoir des types, ça permet d'avoir ces genres de restrictions. Et ça devient de plus en plus populaire. Je pense que les TypeScript doivent venir se mettre un peu au-dessus de JavaScript d'ici là. On voit encore une fois que c'est les web qui est trop tendance, bon, qui est beaucoup utilisé. Tout ce qui est bash, shell, c'est lignes de commande et tout. Ça aussi, c'est vraiment beaucoup utilisé. Puis, on va avoir les Java. Alors, attends, je vais faire juste 10. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les Java en septième position. On connaît hein, sur Android, on a encore beaucoup Java. Et aussi en desktop, on utilise encore beaucoup Java. On va avoir les C Sharp, beaucoup de desktop. On va avoir les C++, beaucoup de desktop et des systèmes d'exploitation. On va avoir les C. Les C, système d'exploitation, c'est la base. C'est un des endroits que les embarqués et les systèmes d'exploitation, beaucoup plus de C. Ceux qui font Arduino, ils connaissent. C'est du C. Voir que c'est une suite. Vous vous rendez compte que le web est les plus tendances, les plus utilisées. Et puis on a le mobile, les systèmes réalisés, les relationnels sont encore tendance. On a Postgre qui est en top. Alors le fait que Postgre allait au-dessus de MySQL, c'est juste parce que MySQL a été racheté par Oracle et Oracle d'argent. Donc on ne sait jamais ce qu'ils vont. Du coup, on est parti vers Postgre. Donc Postgre, c'est le premier. On a SQLite qui va suivre. Le top 3 est occupé de voir MySQL Server et les autres qui vont suivre après. Redis, MariaDB et autres. Donc, c'est un peu voir qui sont en tendance. JS qui est en top, ce qui veut encore dire que le web et les mobiles sont tendance. React en deuxième position, oui, JavaScript, c'est React. Les autres peuvent dire ce qu'ils veulent, mais c'est d'abord React, ce qui fait que web et mobile, parce qu'on a un peu React Native et tout, mais c'est beaucoup de web en fait, jusque-là. On a jQuery, c'est web. Express, c'est notre JS, c'est web, c'est du web. Et puis on va avoir un peu ASP Core. Bon, je connais pas trop les gens de Microsoft aussi, ou du web. Vue.js, c'est du web. On a WordPress, c'est du web. Donc, vous pouvez le voir, on lasque un peu en bas. Spring Boot, Spring Boot, ça doit être Java. Django qui est Python, Laravel. Euh, comme je le disais au début, la concurrence est en web. Donc, beaucoup de devs sont en web et mobile, ce qui veut dire que c'est là qu'il y a beaucoup de concurrence. C'est aussi là qu'il y a quand même aujourd'hui beaucoup de demandes, comme on l'a vu, en mobile et en web, mais aussi beaucoup de concurrence. Donc, on peut faire un choix entre prendre là où c'est trop la concurrence et aussi demander pour développer sa carrière. L'idée de prendre un domaine qui est en train de monter, donc ce n'est pas encore trop en demande aujourd'hui, donc c'est en train de monter. Et comme on est en train d'étudier, par exemple, pour les gens qui sont en bac 1,
tu as encore 3, 4 ans devant, tu peux choisir de prendre quelque chose comme l'IA, quelque chose comme les systèmes embarqués et de dire, je vais bosser là-dessus. Comme c'est en train de monter, quand on arrive en top et que c'est beaucoup utilisé, moins nombreux, je serai parmi les meilleurs de cette catégorie-là et donc je ne pourrai pas manquer d'émissions ou des jobs. Donc, quand on est déjà dans la vie active, c'est chaud parce qu'on a besoin d'argent. Donc, parfois, on décide de choisir ce qui est demandé actuellement. On s'est, on s'est tué un peu dans la concurrence. On essaie de se distinguer. C'est possible. On se distingue encore aujourd'hui. On a des marchés. Mais c'est aussi possible d'aller chercher des domaines qui ne sont pas super, super recherchés en ce moment, mais qui sont en train de monter. Je crois que c'est bon pour moi, pour ma présentation. Je sais pas si je remets la parole à Pax un peu pour prendre les questions et puis je pourrais répondre. Merci bien. Merci beaucoup, Vander, pour cette excellente présentation. Et surtout en chiffres, je vois que c'était tellement professionnel. Personnellement, ça m'a appris beaucoup de choses et j'ai compris tellement de choses sur les opportunités et les défis. Alors, je commence déjà. J'ai une question. Ma question est de savoir, déjà, en fait, le monde de demain, comme nous le savons tous, la tendance, c'est vers l'IA, l'intelligence artificielle, qui sera applicable dans tout le domaine de la vie. Mais selon ta présentation, selon ce que j'ai compris, si j'ai bien compris, euh, les données. Alors, j'aimerais savoir quel est ton point de vue. Est-ce que tu penses IA? Et la performance. Donc, vous avez un problème avec le data pour entraîner vos modèles et vous avez aussi un problème avec la performance parce qu'il faut aller chercher des ordinateurs assez performants. Entraîner un modèle sur ton ordinateur i3 quatrième génération, là, ça va quand c'est 1000 données, mais quand on est en train de parler de 1 million de données, tu vas faire des jours sans utiliser cet ordi-là. Donc, pour ceux qui ont accès à du bon matériel, tu as un bon PC, beaucoup de RAM et qui peuvent potentiellement avoir accès à des données extérieures. Parce que tu peux faire en entraînant avec des données d'un autre pays, il faut se lancer. Il faut se lancer maintenant. Parce que c'est maintenant qu'il y a de la place à se faire. Ce n'est pas encore très concurrentiel. Je ne sais pas si vous avez me cité beaucoup de développeurs IA ici en ce moment, mais il faut quand même être souple avec les matos qu'on a. Tant qu'on n'a pas encore du bon matériel, je conseille de ne pas commencer. Deuxième conseil, si vous ne savez pas coder, ne faites pas l'IA parce que c'est trop complexe. Apprenez à coder, apprenez un langage comme Python, poussez d'abord les Python normal, web, un peu desktop et tout. Dès que vous êtes bon en Python, là, vous pouvez passer à l'IA parce que apprendre la complexité de l'IA plus la complexité d'un langage de programmation, ça va être chaud. Donc, il faut commencer par le langage, vous le maîtrisez et puis vous pouvez passer à l'IA. Mais, ok, je comprends, je comprends. Euh, je donne la parole à tout le monde, en tout cas celui qui a une demande, un complément, une question. Vous avez la parole. Il n'y a pas de croire que tellement que la présentation était limpide, était fluide, il n'y a pas eu des ondes d'ombre.
Eh bien, je pense que c'est par cette phrase que nous allons mettre. Voilà. Heureusement, il y a une petite question. Sinon, ça allait m'étonner. Vous avez la parole. Ouais, bonsoir à tous. Pour moi, c'est pas une question, c'est plutôt féliciter notre frère Vander Autiste. J'espère que j'ai pas écorché ton nom. Franchement, tu as fait une présentation excellente. Tu as clairement démontré que tu avais en fait la maîtrise même du sujet, ta capacité à communiquer est vraiment efficace. Franchement, félicitations. Merci Seydou. J'ai fait de mon mieux, hein. Je m'améliore en communication. Ok, pas de souci. Franchement, c'était bien, c'était bien. Et Rebecca, aujourd'hui, j'étais à l'heure. Je peux parler? Ouais, on t'écoute. Ouais, Vas-y. poser la question à Vander. Bien que je ne l'ai pas suivi de le débit, mais j'aimerais savoir, concernant ce que tu viens de dire, est-ce que parce qu'on n'a pas de machines qui ne sont pas performantes, parce qu'il n'y a pas de bonne mémoire, tout ça, ça va pas nous permettre de se lancer dans le développement du code. Pour stabiliser ta connexion, coupe ta vidéo. Oui. Est-ce que c'est d'abord un problème des machines ou soit quand même des connaissances? À l'IA. Par rapport à l'IA? Isra m'a vu, comme il a dit, pour stabiliser ta connexion, tu peux couper la vidéo. Ça va beaucoup t'arranger. Ah ouais, ok, c'est bon. Oui. Donc, c'est un problème ou un problème de, euh, de machine de performance. Yeah, d'accord. Donc, je vais te répondre. Tu vois, ChatGPT coûte des millions. Encore, je n'ai pas bien gardé les chiffres. Quelque chose de 17 millions à OpenAI pour les faire tourner chaque jour. Donc, tu vois que c'est des choses qui demandent beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources. Ça tourne sur des gros serveurs en vrai. Alors, pour entraîner un modèle comme, par exemple, ChatGPT aujourd'hui, c'est des milliards de data qu'on lui a donné. Alors, ces data-là, c'est que le gars, il est là, il est comme une boucle, hein. Il va aller lire tes données, il va les étudier, et puis il va continuer. Mais pendant ces temps-là, il lui faut beaucoup de puissance, donc beaucoup de RAM pour emmagasiner les data, l'étudier, produire des résultats selon qu'il comprend, et qui te permet à toi d'analyser ces données-là. Donc, dans un premier temps, on a un problème de performance. Par exemple, pour le web, tu peux être zéro en train de faire du web. Et tu peux avoir toute la volonté du monde d'apprendre. Si tu n'as pas les bons matos, tu ne vas jamais vraiment bien progresser. Donc, sur 10 fichiers, c'est bon. Mais quand il faut vraiment pousser pour avoir des modèles qui ont des résultats bluffants, ça va être compliqué. Mais la deuxième chose, comme tu le disais, qui n'est pas à négliger, c'est la connaissance. Comme je l'ai dit, sans connaissance en programmation, ne commence pas l'IA. Va bosser d'abord un langage de programmation comme Python. Moi, je te conseille direct Python. Dès que tu es bon, tu peux rentrer pour faire de l'IA avec ton Python. Ça te permet de ne pas avoir deux complexités. La complexité du langage en lui-même et tu gères la complexité du développement IA. C'est quand même chaud. Voilà. Je pense que c'est ça un peu la réponse. J'aimerais ajouter quelque chose sur quelque chose sur ce que Werner Otis a dit. Au niveau de la performance des machines, c'est un autre point. Mais il faut dire que aussi avec l'IA, il faut un certain niveau de formation en fait. Ça demande beaucoup assez de temps. Moi, par exemple, je suis programmeur en Python.
Et comme il a dit, je me suis renseigné un peu sur l'IA et on m'a dit, pour même commencer même à faire la programmation en IA, il faut en fait un certain niveau en fait, de connaissance de la programmation. Pas seulement au niveau des... Et puis tu ne vas jamais avoir un problème, on appelle un projet, soit c'est l'entreprise qui c'est ces projets en place en fait. Donc, le premier point, c'est le temps et puis la persévérance dans un langage, très important. Et l'IA aussi demande une performance dans les mathématiques, les statistiques, très très important. Donc, c'est d'être bon dans la programmation. Il faut avoir un certain niveau de la programmation pour se lancer dans l'IA. Sinon, ça ne sert à rien d'aller cacher en fait ton temps pour ne rien faire. Donc, c'était un peu ça. Exactement. Donc, c'est exact. Voilà, donc s'il y a un autre intervenant, je pense que tu peux juste prendre le micro. Bon, concernant alors, d'abord, je vous remercie. Je vous remercie pour ces éclaircissements. C'est tellement important pour moi. Bon, concernant l'utilisation, par exemple, de technologies aujourd'hui comme ChatGPT et voilà, il y en a beaucoup maintenant. Alors, vous ne voyez pas que c'est un danger, je ne sais pas si je sors du sujet, mais vous ne voyez pas que c'est un danger pour le développeur dans le futur si il y a plein de monde qui se lance en fait, ce futur, ça pourrait être un danger pour vraiment la catégorie des personnes comme les développeurs, etc. Venda, excuse-moi bon, je vais te couper la parole pour répondre à cette question. Il faut comprendre que l'IA, Vas-y, c'est, vas-y. comment on le dit en français, c'est double tranchant en fait. Pour le développeur, ça t'arrange quand tu sais développer. Moi, je ne conseille pas l'IA à quelqu'un qui ne sait pas développer. Ça ne sert à rien en fait. Tu vas le faire du copier-coller et au final, tu ne connais rien. Donc, avant même de se lancer sur l'IA, apprends d'abord à développer, apprends d'abord à coder, apprends un langage quand tu le maîtrises. Si pendant la programmation que tu rencontres des problèmes ou des bugs, tu peux interroger l'IA pour qu'il te donne la réponse. Mais cela ne veut pas dire qu'à chaque fois, tu dois être constamment sur l'IA en train de poser des questions ou donne-moi un script, coder ça, donne-moi un script, fais ça. Non, l'IA n'est pas fait pour ça. L'IA est fait pour aider les développeurs, mais dans des circonstances bien définies. Il ne faut pas compter sur l'IA pour développer un site. Non. Il ne faut pas compter sur l'IA pour mettre une application en place. Non. Il ne faut pas compter sur l'IA pour dire non, faire développer. Non. Apprends d'abord à développer, apprends bien le langage. On est un peu des frameworks et tout. Et quand, lors de la programmation d'une application ou d'un site web, si tu rencontres des problèmes, tu peux interroger l'IA pour avoir des réponses. C'est important d'un côté pour tous, mais il peut avoir aussi des inconvénients, comme je l'ai dit. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'avec l'IA, c'est tellement facile d'avoir un script de site web, je ne sais pas autre, dont les gens se permettent de faire n'importe quoi avec. Mais non, c'est pas fait pour ça en fait. C'est un peu ça pour... Oui, bon, tu vois, Seido a répondu comme il fallait. En fait, tu as... L'IA, c'est un outil, en fait. C'est un peu comme tout ce qui est no-code, hein. C'est bien de faire du no-code, mais ça ne va jamais vraiment loin quand tu n'es pas un dev. C'est bizarre, mais pour faire du no-code comme il faut être un dev. Prenez des histoires comme WordPress. Oui, c'est bon, tu vas faire un glisser-déposer pour faire WordPress. C'est cool, mais quand il faut intégrer des modules derrière, ça devient chaud. Si tu n'es pas un dev, tu ne sais pas où est-ce qu'on met un script, par exemple. Donc, c'est des devs qui comprennent bien c'est quoi padding, c'est quoi margin. Donc, quand il va falloir mettre margin et padding, ça va devenir chaud et tout. Donc, l'IA, par exemple, pour bien pousser l'intelligence artificielle, il faut être un bon dev. Des sécurités, ça c'est peut-être le code de tous les fichiers, il les met et le code il bug.
Et ce qu'il fait, c'est qu'il copie les bugs, il les donne à ChatGPT. Et ChatGPT donne une correction de code et tu deviens dans une boucle comme ça et ton code ne tournera pas. J'ai vu des YouTubers faire des essais comme ça. Une fois, ça marche bien, mais la deuxième fois, c'est chaud en fait. Les trucs commencent à tourner en rond et tout. Je ne sais pas si vous connaissez AutoGPT, il permet d'écrire toute l'application sans bien coder. Ah ouais, ça marche quand tu fais une to-do rapide, mais quand tu veux pousser le délire, le gars, à un moment, il commence à te faire la même chose. Donc, il corrige un bug, il corrige un bug, il crée un bug. Pour un bon, Je parler, pense que bon, c'était une, ou il a levé la main je par pense que erreur. c'était une erreur par sa part. Mais on aimerait attendre un peu D'accord. la voix, attendre la voix d'une femme. Hein. Avec une femme qui était Parce que elle a des... ça. Mais bon, je crois que non, il y a un pour début. vos interventions, je chute déjà, mais bien vrai, juste rebondir sur... on a une mauvaise compréhension de l'intelligence artificielle. Je pense que c'est vraiment un domaine dans lequel il faudrait expliquer les novices comment est-ce que ça marche. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se disent, bon, les notions de programmation et du développement, j'ai besoin du code, je puise dans l'IA. Mais ce que vous venez de relever là, ça montre en fait l'importance de comprendre la logique derrière le développement et la programmation pour développer des solutions assez euh, très performantes. Faut, faut voir la logique. Faut du coup juste un outil parmi tant d'autres qu'on va utiliser dans le développement, dans la programmation, peu importe le domaine dans lequel euh, on va l'utiliser, que ce soit dans la médecine. Ce n'est pas que puisque l'IA peut intervenir dans la médecine, du coup, les médecins doivent se dire, voilà, on va plus étudier la médecine, on va plus mener de recherche. Non, en fait. Et même les modèles qu'on entraîne, c'est sur base de l'expertise des médecins et des maladies et tout ce qui va avec. Donc, c'est vraiment, à chaque fois qu'on parle à vis dans l'intelligence artificielle, les économistes, les médecins, les agriculteurs et tout ce qui va avec, toujours les pousser à bosser. Parce que Vladimir Poutine, il a même dit, l'intelligence artificielle ou l'IA va remplacer les personnes qui ne sauront pas l'utiliser. L'intelligence artificielle ne va pas remplacer tout le monde, seulement les personnes qui ne seront pas capables de l'utiliser. Donc, c'est vraiment, alors vraiment très important. Donc, c'était juste ça pour ma part. Mais sinon, je suis très, très content de la réunion d'aujourd'hui et de la participation de tout le monde. Je vois Maria, je vois John et tous les autres. Mais du coup, je suis un peu stupéfait parce que je vois la présence de Seydou Koulibaly. Voilà, ce sont des noms que j'entends souvent dans les matchs quand RDC joue, c'est avec Burkina Faso ou Sénégal. Ah, ok. En tout cas, c'est vraiment un plaisir. Je peux te donner 2 minutes pour te présenter parce que quand même, euh, Il faut dire de Rebecca, c'est pourquoi je lui donne la parole.
c'est là-bas que j'ai vu l'affiche. Moi, je suis ivoirien. Je viens de la Côte d'Ivoire. Et je suis développeur Python, JavaScript. Python, fait du Django, du Flask, et en JavaScript, fait du React. Je suis étudiant et actuellement, je suis en stage dans une grosse boîte du nom de Barry Callebaut. Sako, mais le vrai nom, c'est Barry Callebaut. Et je suis assistant et développeur actuellement. Enfin, je me suis dit, au Congolais, Rebecca me connaît déjà. Je ne rate jamais une réunion. Voilà. Pas parce que l'affiche. Dès que j'ai le temps, je m'arrange en fait à participer. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que les gens ne sont pas informés juste à cause de ça. Il y a d'autres qui ont informé les autres. Malheureusement, ils n'ont pas de canal. Je ne sais pas si je prononce mal le nom, excuse. Parce qu'au Congo, moi, je suis en Côte d'Ivoire. Et grâce à ça, ça a pu me donner des informations. Et moi aussi, j'ai pu intervenir et dire ce que j'avais à dire. Et comme ça, on crée des liens. Et franchement, je trouve ça intéressant en fait. Tout si vous avez le temps, qu'il y a une conférence ou une réunion en ligne, que ce soit sur Meet ou Zoom, je ne sais pas, arrangez-vous, je dirais même, ce n'est pas une obligation, mais faites l'effort d'y participer, c'est important en fait. C'est important. Moi, j'étais très content de voir la présentation de Vendée Autis. Franchement, je suis étonné. Mais félicitations pour ça, félicitations. C'est un peu ça. Sinon, je suis développeur. Et il y a un point où tout ce qui est administration, réseau, administration des machines virtuelles, c'est des choses qu'on va savoir à chaque fois. Donc mieux vaut faire les deux, c'est complémentaire en fait. Donc, mieux vaut faire les deux, un peu de tout. Type dev à 100%, s'il n'y a pas de souci, mais fais un peu de réseau pour au moins comprendre un peu le fonctionnement des choses. Quand on parle aujourd'hui d'accueil ou tout, pour moi, ce sont des programmeurs à la base, mais ce sont des gens aussi qui ont appris d'autres choses. Le réseau n'est pas du tout complexe, mais ça va dépendre de ta manière de le faire. Moi, le réseau, je ne l'ai pas appris à l'école. Ça, je vous le dis directement. Je l'ai appris solo, seul des sites comme Alform, Open Classroom, mais pas besoin de mettre les pieds à l'école pour être dev, pas besoin de mettre les pieds à l'école pour être sur le réseau et tout. Ça va dépendre. Moi, je ne dis pas que c'est important. Moi, la connaissance à l'école, c'est 90%, c'est juste dans la vraie vidéo, sur les sites et autres. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir accès à Internet de façon facile en fait. Donc, si vous avez au moins le temps, c'est pas une condition même, ayez le temps d'étudier. C'est important. Aujourd'hui, la compétence compte plus que le diplôme. La compétence, tu peux avoir master 1, master 2, si tu veux être ingénieur, mais si tu n'as pas la compétence, ça ne sert à rien en fait. Tu peux avoir le master, on te demande de déboguer un petit script qui n'arrive pas, ça ne sert à rien ton code. Ça au top. Donc, je laisse la parole à Basse. C'est un peu moins chivarien, chez nous on parle beaucoup. C'est comme ça. Et Rebecca, je vais attendre ta voix. Excuse-moi, Passe, mais il faut que Rebecca parle. Parce que la dernière fois, j'ai raté sa réunion à cause de l'heure qu'elle avait mis sur l'affiche. Donc, moi, j'ai vu qu'elle parle. D'accord, sinon, merci beaucoup pour ta brève présentation. Moi, je pense que, bref, nous sommes déjà des hommes. Je fais aussi du développement avec Python et tout. Je pense qu'on va beaucoup plus en parler en privé. Sinon, je suis très content d'avoir fait connaissance avec toi. Je ne sais pas, Rebecca. Elle s'est déconnectée. On voulait t'entendre ici. Apparemment, tu n'as pas encore oublié. Ouais. Voilà. Ouais. Tu as participé à cette conférence, donc je ne te dois plus rien.
Ah non, non, ça c'est la confidence de M. Pass. Et non pour Rebecca. Donc j'attends pour toi. Donc tu me dois toujours une conférence. Ouais, on va remettre ça, c'est pour bientôt, c'est pour bientôt. Sinon, moi, j'ai écouté la conférence du début jusqu'à la fin. C'était vraiment très bien. C'était vraiment, j'ai eu à apprendre beaucoup de choses aussi comme vous, hein. Sur la question de Isra, sur les développeurs, l'IA va remplacer les développeurs. Bon, c'est une question que beaucoup de gens se posent. Bon, pour ma part aussi, j'ai rejoint tout le monde. L'IA ne va remplacer que ceux-là qui ne sont pas bons. Parce que les gens ont trop tendance à utiliser l'IA pour coder rapidement, facilement. Je me rappelle avec Copilote, c'est que les gens ont passé juste notre temps à tu écris la première ligne et Copilote te remplit tout. Toi, tu viens juste modifier ce qu'il y a modifié. Sinon, tu peux laisser le code comme ça, puis tu passes. C'est une mauvaise chose, surtout pour les débutants. C'est là qui apprennent maintenant les développements, que ce soit web ou mobile. C'est vraiment une mauvaise chose parce qu'ils auront tendance à bâcler leur apprentissage en disant que non, telle chose, je vais avoir ça par l'intelligence artificielle, donc j'y passe. Tu vas se rendre compte après qu'il n'a pas de base, qu'il n'a rien et que sans vraiment l'IA, il n'arrive à rien. Donc, il faut vraiment qu'on les sensibilise de ces côtés-là. L'IA, ce n'est pas notre ennemi, c'est notre allié. Et savoir l'utiliser, c'est un atout vraiment un plus. En tout cas, c'est un plus. Si on sait bien l'utiliser, ah, on est bien. Si on l'utilise très mal, ce qui fait que dans quelques années, on sera remplacé, comme Israël a dit. Mais sinon, je ne pense pas. Ceux-là qui l'utilisent en bonne et due forme, on va être avec eux jusqu'à la fin. Sinon, ceux-là qui commencent, qui n'ont pas de base, qui l'utilisent directement en disant, on va, ah non, j'ai ça, 2, 3 minutes, j'aurais déjà fini l'appli. Bon, courage à eux. Voilà, c'est un peu ce que moi j'avais à dire, quoi. Merci beaucoup. Ok, merci bien Rebecca. Au moins tu as tenu parole. Merci bien. D'accord, merci beaucoup Rebecca, merci beaucoup Seydou. Peut-être pour conclure, on va donner un petit mot à Marien, qui est notre aîné scientifique. Marien, tu as la parole? D'accord. Je suis presque ému de l'invitation à la parole, d'autant plus que je n'avais pas prévu d'intervenir. Je vais saluer l'intervention, quoique brève, de Seydou. Enfin, moi, je suis d'arriver pour son nom, et aussi de Rebecca. Donc, moi, je les rejoins tous. Tout comme Rebecca, j'ai suivi la conférence du début jusqu'à la fin, bien qu'il y ait eu des interruptions. Et sur la question de l'IA, c'est comme on a tous dit, hein, donc, moi, depuis que le pilote est sorti, je l'utilise presque sans discontinuer. C'est-à-dire que j'ai même un abonnement. N'empêche que ce n'est pas tout ce que Copilote me propose que je prends. Il y a des choses que je prends, des choses que je ne prends pas. Donc, oui, hein, l'IA est là pour rester. Donc, il faudra faire avec. Et ceux qui ne sauront pas faire avec seront appelés à être remplacés tout simplement par ceux qui utilisent. S'agissant de ce que Vander a dit, je pense qu'on a beaucoup trop de domaines dans le développement et peut-être qu'il conviendra d'en choisir en fonction des besoins sur le terrain. Aussi, en Afrique, aussi, il y a de certaines réalités qui imposent que l'on préfère peut-être le web sur le desktop, sur euh, tous ces paramètres-là, il faudra en prendre compte avant de faire un bon choix. Donc voilà, ce sera ça ma confession improvisée. Merci. Ok, je voulais venir un peu sur un mot que notre confrère, je ne sais pas, Marianne, c'est ça, non? Marianne a dit. Il a dit, quand l'IA me répond, je prends ce qui est bon et je laisse ce qui n'est pas bon. C'est très important en fait. C'est parce qu'il sait coder, c'est parce qu'il maîtrise la programmation qu'il le fait. Pour celui qui ne maîtrise pas, va faire du copier-coller. Il prend tout et, comme l'a dit, passe. Après, il aura des bugs et des bugs continus. Il ne pourra pas résoudre en fait de problème. C'est parce qu'il maîtrise la programmation qu'il va choisir ou copier la partie qui l'intéresse et laisser ce qu'il ne veut pas. C'est très important. Merci à vous.
Voilà. Juste pour conclure, j'allais dire ceci. Est-ce que vous ne pensez pas que jusqu'en 2030, je sais pas moi, ou 40, il y aura des IA spécialisées en création de sites web, des applications, ou même d'autres IA? Parce qu'aujourd'hui, on est en train d'utiliser ChatGPT qui ne fait sans stopper ce qu'on lui demande. Mais est-ce que vous pensez qu'avec cette performance, en 2030, ça sera la même chose? Je crois pas, ça va encore être mieux. Alors, je crois qu'il y aura des IA à l'avenir qui vont faire même plus que ça. C'est-à-dire que tu lui donnes juste le tas de besoins et il te fait un truc qui marche parfaitement sans que tu corriges au fait quelque chose comme aujourd'hui. Monsieur, Oui, bon. en fait, Isra, pour pas aller loin, pour pas aller très loin, oui, oui, Non, continue, viens d'en continuer. Après, je vais te continuer. oui. C'est d'où tu peux? Ok, il n'y Oui, a pas de en souci. fait, pour éviter que Pax ne sorte dans les timings de son organisation, je vais répondre à cette question. Et puis, c'est un sujet très long, donc on pourra peut-être avoir un mythe spécial IA. Mais ce que je peux dire, c'est que je te donne un exemple, Isra. Au début, on ne faisait que du code pour avoir des sites web, des applis. Aujourd'hui, il y a des gens qui font des sites web et des applications sans coder. Ça s'appelle le no-code. Donc, c'est des développeurs no-code. Ça ne veut pas dire qu'on est remplacé. On est encore là. Et on est beaucoup plus nombreux que ceux qui font du no-code. Parce que tout ce qui n'est pas développé directement par un humain est limité. On peut avoir des IA comme on veut. Les IA ne développeront jamais. Quand on a fait des no-code, les vrais développeurs font des choses beaucoup plus. Les gens lambda font du glisser-déposer pour avoir un website, mais les développeurs font des sites web avec des expériences utilisateurs de malade que tu ne feras jamais si tu n'es pas un dev. Donc, ce sera la même chose pour l'IA et ça ne va jamais changer. En fait, c'est dans tous les domaines de la vie, l'humain restera toujours au-dessus de tout, en fait. Ça se vérifie partout et ça continuera à être comme ça. On verra si on aura un sujet IA, un débat, un truc sur l'IA, mais généralement, on restera toujours au top. Il ne faut pas avoir peur. Pour répondre en deux mots à la question de Isra, il y a une chose qu'il faut savoir. Il y a même qu'on parle de ça, ce sont les développeurs qui l'ont mis en place. Donc, je ne pense pas que c'est peut-être que ce sont dans les films fiction, l'IA ne pourra jamais être plus intelligent que l'être humain. Vu que c'est nous qui l'avons créé et on l'a créé avec des conditions. Et pour moi, le blanc, bon, peut-être qu'en Afrique, ce n'est pas nous qui l'avons créé, nos Africains. Ils vont dire non, ce sont les blancs. Mais le blanc, j'ai jamais vu un blanc faire quelque chose pour le dépasser en fait. Ils vont toujours mettre des restrictions pour ne pas que l'IA dépasse en fait des attentes. Donc, ce côté, ne t'inquiète pas. Le no-code, c'est ce qui va te permettre de créer des sites sans apprendre à coder. Mais le mieux, ce serait le coder. Parce que tu vas le faire, mais ça ne sera pas comme tu le veux peut-être. Voilà. C'était pour répondre à ta question. Voilà. Merci beaucoup pour votre participation. Peut-être avec le temps, selon le besoin, selon la demande, on essaiera d'organiser un autre meet sur l'IA. Comme ça, on va un peu inviter les gens de partout, pas seulement du Congo, mais de Côte d'Ivoire, Ghana, Sénégal. C'est un peu d'échanger les idées selon les environnements et les contrées, comme ça, pour avoir assez de temps. Pour ce soir, je mets un point et grand, grand, grand merci à Vanderotis et à tous ceux-là qui ont participé. À plus. Merci à toi, Merci. Pass. Merci beaucoup. Merci à tous.